Plateforme maîtresse du jeu vidéo dans les années 80 avec l'Apple II, la pomme n'a depuis jamais réussi à convaincre les gamers à jouer en masse sur Mac. Politique délibérée, erreurs stratégiques et retour sur les raisons de ces rendez-vous manqués. Si l'arrivée de la puce Apple Silicon réveille désormais l'ambition de la marque, la puissance offerte sera-t-elle suffisante à convaincre les éditeurs d'adapter leurs jeux PC et consoles? Quels sont les freins? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On rencontre avec notre ami Laurent pas mal de youtubeurs en ce moment, et ils insistent, ils sont vraiment... On échange beaucoup sur ce qu'il faudrait faire pour avoir plus de présence sur YouTube, et ils insistent sur le fait qu'il faut du like. Alors likez pour que l'algorithme de YouTube nous référence un petit peu mieux. On a un super taux de rétention d'après nos confrères youtubeurs, ils en sont presque admiratifs. En revanche, il faut plus de likes pour qu'on remonte dans les choix de chez YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à liker, on va vous le dire tout au long de l'émission. Un salut particulier cette semaine aux membres du club ORLM. Vous savez, c'est la version premium, la version payante de notre chaîne YouTube. C'est un abonnement qui permet de nous soutenir, ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, en direct, 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions en direct également via le chat. Et on vous répond directement. Et en plus, vous pouvez venir assister aux émissions ici, au Village Bassia à Paris, et vous verrez que c'est super sympa. J'espère que ça sera un peu moins speed qu'aujourd'hui, mais on fera les coulisses un jour. Toutes les infos dans la description de la vidéo ou en scannant le QR code que vous avez vu à l'écran. Allez, avec comme invité cette semaine, en duplex, il nous fallait un observateur attentif du jeu sur Mac, un historique du jeu vidéo sur Mac, on peut dire ça, Camille. Camille Touvenin, bonjour Camille. Bonjour, très heureux d'être de retour après 13 ans. J'ai regardé une vidéo, c'était il y a 13 ans que je suis venu dans une émission. Je crois que c'était l'émission numéro 14, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, tu avais fait une émission avec nous en 2009 ou 2010, au tout début de On refait le Mac sur YouTube. Et il y avait Emmanuel Torregano qui commentait à mes côtés sur le déclin du jeu sur PC à l'époque. Les cycles comme quoi... Emmanuel, c'est une sorte de rentemplant de la tech. Il continuera à le dire malgré tout. Alors Camille, tu l'as dit, on l'a dit, tu as un historique du Mac, tu as déjà participé à cette émission. Tu es aujourd'hui en tout cas Head of Digital Sales et e-commerce de l'éditeur de jeux vidéo Bandai Namco, à qui l'on doit les titres Tekken, Elden Ring, Dragon Ball ou encore bien sûr le célèbre Pac-Man. Et puis tu as été longtemps un travailleur dans l'ombre acharné pour le portage de jeux PC sur Mac, les fameux triple A. Tu as notamment travaillé pour Feral, on a travaillé, je me souviens, ensemble lorsque j'étais Feu, le magazine SBM Mac. Feral, qui est aujourd'hui encore le principal éditeur de jeux sur Mac, qui adopte les hits du monde PC et console. Et puis par la suite, tu as créé un site il y a quelques années qui s'appelait Mac Games et qui avec pour ambition de vendre des jeux par correspondance ou via Internet sur Mac. Voilà, c'est bien résumé ? C'est très bien résumé. On passe un peu pour des retraités, mais c'est bien résumé. Alors, tu es un peu plus jeune que moi, donc ça va. Entre l'émission allez la voir d'il y a 10 ans et celle-ci, il y en a un qui a plus de cheveux que l'autre, on dira ça. En plateau à mes côtés, Stéphane Tibi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Devrais-je dire Capitaine Haddock? Je l'enlève parce qu'après on va parler que de ça. Je trouve qu'il ne fait pas assez chaud dans ce studio. Non, justement, il fait chaud, là, c'est bon. Allez, déshabille-toi, ça ferait peut-être remonter l'audience. À ses côtés, l'inénarrable Laurent Montanach. Bonjour. Ah, ça y est, lui aussi, il a droit maintenant à des trucs comme ça. Mais oui. Moi, j'ai droit à rien. Chacun va sur mon... En fait, le script de l'émission est partagé, et donc il rajoute des termes. Ah oui. Donc il n'hésite pas à prendre mon script sur Google Doc et je me gênerai pas la prochaine. Le Capitaine Haddock. L'inénarrable, ça va? Ouais, ça va, j'ai pas les chevilles qui gonflent. On a tourné une autre émission. Tu veux nous en parler aujourd'hui? Ouais, on a entre potes, on a une bande de potes, on a un sujet qui nous motive, qui nous botte, on va dire, qu'on aime bien, c'est la Formule 1. Et on a fait un pilote ce midi. On a enregistré un pilote déconnant, avec que de la bonne foi, exclusivement de la bonne foi. Pro Verstappen. Non. Il déteste Verstappen, mais il adore Hamilton. Et on l'a montré dans les couloirs tout à l'heure, et tout le monde nous a dit « Ah, mais montrez-le ». Alors, il n'est pas du tout montrable, parce que... mais on se pense qu'on va partager ce pilote. Ça s'appelait « On refait la F1 ». On refait la F1, ouais. Et voilà. Donc soyez attentifs, on vous enverra un petit message sur le Discord. Et on a une guest star à nos côtés. Une super guest star du monde de la F1. Du monde de la Formule 1, quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans cet univers-là et qui connaît tous les dessous
tout de la F1. Donc nous, on est des rigolos à côté de lui et il nous tape sur les doigts. Moi, j'ai pris des coups de drapeau, donc voilà, je me suis même été exclu. J'ai dû faire un passage au stand, un pit stop forcé. Donc vous verrez. Ah ouais, le drapeau noir, il était à deux doigts du drapeau noir. En duplex, le sublimissime, on l'appelle comme ça, Christophe Degrave. Bonjour Christophe. Tu étais aussi dans l'émission F1. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On la diffuse ou pas cette émission F1? Il faut la diffuser, bien entendu. Bon, ok. Ça va un peu surprendre notre audience parce qu'on est une chaîne de tech, mais on est aussi des fans de F1. On va se faire plaisir. Si ça vous plaît, on continue. C'est aussi simple que ça. Ne nous en voulez pas. Allez, place au sondage de la semaine et au retour. Donc, dans la tech, la question cette semaine était, pensez-vous que la généralisation de la puce Apple Silicon sur Mac va permettre aux constructeurs de Cupertino d'attirer les grands éditeurs de jeux vidéo? Et vous étiez une large majorité, 48,1% à répondre non, ce n'est pas l'ADN d'Apple. Au moins, le message est clair. Tu as beau travailler depuis 20 ans dans ce créneau, Camille, apparemment, ça passe toujours pas. Alors, vous êtes quand même 21,6% à répondre oui grâce au GPU intégré. 11,7% à répondre oui grâce à la synergie entre iOS et macOS. On va en parler ce soir. Et enfin, non, parce que Apple doit, pour pouvoir s'imposer sur le créneau de jeux vidéo, acheter un studio de jeux vidéo. On en parlera enfin. D'émissions, beaucoup de réactions sur le thème des jeux vidéo pour cette émission de François SLN. Ce n'est pas l'ADN d'Apple, il insiste, et c'est bien dommage pour ceux qui utilisent un Mac et qui aiment également jouer de temps en temps. Alors ça rassemble la majorité de ventes, il est vrai des votes. Il y a l'ADN d'Apple. Il est vrai que depuis près de 40 ans, Apple a raté le rendez-vous du jeu vidéo, du moins sur Mac. On va faire un flashback et une longue explication avec Camille. Alors Camille, le Mac et le jeu, on peut dire que c'est un rendez-vous perpétuellement manqué. On le disait en préambule, historiquement, Apple avec l'Apple II était un acteur du jeu vidéo, un fort acteur. Et puis le Mac, de son côté, n'est jamais vraiment parvenu à faire de l'ombre aux PC et consoles. Quelles en sont, je dirais, les raisons historiques, mon cher Camille? Alors, je voulais pas non plus tellement faire de l'archéologie, mais si on remonte quasiment aux années 80... Indiana Jones. Dans les années 80, on arrive avec un Mac qui, globalement, est fait pour jouer et s'instruire, et un PC à côté qui est plutôt orienté productivité, travail, entreprise, tableau de calcul, des choses pas très drôles, en fait, au quotidien. Et finalement, en 83, Apple embauche John Sculley. Alors, je suis sûr que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, avec pour ambition d'en faire une machine plus sérieuse. Il est hors de question qu'il y ait des employés dans les grandes administrations de l'époque qui demandent un Macintosh parce qu'on peut jouer avec. Ça, c'est inacceptable. On va jouer à Tetris, ça, on n'a pas le droit. Et du coup, voilà, on leur dit un petit peu, Apple, sous la puissance de John Sculley, va minimiser ce côté éducation, ce côté jeu vidéo, et va jusqu'à faire du chantage à des magazines comme Macworld à l'époque aux États-Unis, en disant, on va être très clair, si vous parlez tout autant de jeux vidéo comme ça, on fera plus de pub chez vous. Donc choisissez votre camp. Maintenant, le Macintosh, c'est un outil de productivité. Et il faut que ça soit perçu comme une machine sérieuse. Voilà, on n'a pas de danger pour nous. Ils n'en sont pas annonceurs. Ils n'ont jamais été, et encore moins des magazines pour lesquels j'ai participé, ce qui nous permet une totale indépendance. On est ravis. Ils n'ont rien compris, Laurent. Quand on voit le PC, c'était l'antithèse, quoi. Complète. Et moi, j'ai commencé à jouer sur le Mac. Donc, tu vois, c'est tout le paradoxe, il est là, quoi. Il y avait quand même une 5e colonne au sein d'Apple qui faisait qu'on arrivait à avoir quand même des jeux sur Mac. Et au-delà, tu le disais, le Mac, il était fermé comparé à l'Apple II. Il n'y avait pas de port Atari. Je parle sous ton contrôle, Christophe. Port Atari, tu sais, le port des manettes. C'était le port des B9, oui. Mais il y avait quand même moyen de l'ajouter en extension. Ouais. C'était de la tierce partie. Ouais, mais il fallait être courageux. Et puis, ce qui avait pas mal aussi décontenancé, j'imagine, pas mal de gens à l'époque, c'est qu'il y avait une souris. Donc, il fallait adapter les jeux à ce périphérique qui était nouveau. Pendant ce temps-là, du coup, alors qu'Apple fait tout du coup pour freiner le jeu sur Mac, on a cette espèce de duo IBM Microsoft, les meilleurs amis du monde à l'époque, qui se disent que pour renouveler des parcs entiers de PC, il va falloir donner quelque chose à acheter. Finalement, les ordinateurs de l'époque sont curieusement largement assez puissants pour faire tourner le tableur, le traitement de texte, tout ce qu'il faut. Il n'y a aucune raison de renouveler les PC. Et se disent, on a cette espèce de DOS qui est florissant, qui propose de jouer de plus en plus. Il y a de plus en plus de joueurs sur DOS.
Par contre, notre produit phare, c'est Windows. En fait, l'accent, il est plus du tout sur DOS. Et ce qui va tout changer, en fait, c'est l'arrivée de Windows 95. Alors, SR2, pour les intimes, j'ai été googler le mot pour m'en assurer. Ouais. Et qui propose des API de bas niveau. À l'époque, dans Windows, c'était pas possible. On pouvait pas tellement taper dans les claviers, taper dans les souris, et encore moins dans les cartes graphiques. Okay. Et du coup, Microsoft se dit, voilà, c'est le début des cartes graphiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils inventent ce qu'on appelle une API de bas niveau. Et c'est ce qu'on connaît sous le nom de DirectX, qui va littéralement révolutionner le jeu sur PC. Ça va absolument tout changer. Ouais, c'est un langage graphique, on peut dire ça, pour simplifier à outrance, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est une façon d'afficher des images à l'écran. Et qui va devenir le standard du jeu vidéo, on peut dire, pendant un temps, du moins sur PC, et que le Mac ne va pas adopter. Hein. Absolument, c'est le lien manquant entre la carte vidéo et ce qui s'affiche à l'écran. En fait, il faut une API, il faut quelque chose pour relier les deux, et ça, c'est DirectX. Alors, mon cher Indiana Touvenin, mon cher Hercolol du jour, je pense que tu vas un peu vite en besogne. Il y a quand même des éléments qui peuvent expliquer pourquoi Apple a fait ces choix-là. Ne vous battez pas tous les deux. Non. Steve Jobs n'était pas forcément il a travaillé chez Atari. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le paradoxe. Il connaissait bien les jeux vidéo. Chez Atari, et Atari, c'était quand même s'il y avait des ordinateurs. Avant Apple, hein. Même si je préfère bien travailler entre guillemets. Je le répète, Monsieur De Grève, que je préfère l'Atari 800 XL au Commodore 64. Alors on vous expliquera pourquoi on parle du Commodore 64 dans les coups de cœur. Soyez au rendez-vous tout à l'heure. Mais c'est vrai que Atari, c'était je crois même que le nom d'Apple est venu à cause d'Atari, parce qu'il fallait qu'il soit avant Atari. Dans l'annuaire. Dans l'annuaire, c'est ça, même, au départ. Donc Atari, c'est quelque chose d'important dans l'histoire d'Apple. Pour moi, c'est un mot qui me fait vibrer. Moi aussi. Bah tiens, on est deux. J'avais un 800 XL comme ça. Très bien, très bien. Je vais faire la bise, je reviens, excusez-moi, parce que c'est quand même... Enfin, un autre utilisateur, en 25 ans, c'est le deuxième que je rencontre. Viens, mon petit. On était deux. C'est n'importe quoi, cette émission. Les autres, ils avaient des Commodore 64, des Amstrad. Mais quel mauvais goût, l'Amstrad, quand même. Voilà. Est-ce qu'après l'Atari 800 XL, vous avez eu un ordinateur? Oui. Ça c'est bas, mais c'est bas. Non, mais pour revenir sur ta question qui était intéressante, il a bossé chez Atari. Ouais. Alors, bossé, on ne sait pas, mais en tout cas, il a piqué plein de choses chez Atari, y compris même du matériel. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on aurait pu piquer du fric à Steve Wozniak, hein, si je peux me permettre. Et ce qui serait, ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu imaginer que finalement, il ait gardé cette espèce de culture du jeu, ou en tout cas de loisir. De ludique, la dimension ludique. Et on l'a pas retrouvé. Il voulait vraiment que ce soit une machine de création. Hein. Et d'ailleurs, le Mac, c'était la machine pour les créatifs que tu pouvais transporter dans ton vélo, dans l'avant de ton vélo, je vous rappelais à la pub, et pas du tout pour le jeu. Ce qui est assez, tu vois, c'était ordinateur fermé. Le truc. Hein, oui, l'Apple II, son succès, c'est qu'il avait une porte d'extension à gogo. Hein. Sans carte d'extension, l'opposé absolu de l'Apple II, où tu avais une trappe, tu pouvais ouvrir, tu pouvais mettre des cartes d'extension et tout, qui se rapproche assez d'un PC. J'ai eu un Apple II, monsieur de Grave. Ça se rapprochait d'un PC. Moi aussi, j'ai eu un 2C et un 2E. Alors, tu l'as dit, Camille, et puis tu voulais rajouter quelque chose. On t'a coupé dans ton élan. Non, mais c'est bon. À part l'Atari 800 XL, qui était l'ordinateur individuel de l'époque. Je suis d'accord. On pouvait penser que tout pouvait... mais en fait, voilà, il n'avait pas... départ. Chez lui, enfin, moi, ça m'avait marqué, en tout cas, on a déjà discuté ensemble, Stéphane, ça m'avait marqué en le voyant dans ses keynotes, qu'il était très... Pour lui, tout ce qui était loisirs, comme la télévision, les jeux vidéo, c'était pas noble, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif. Lui, il adorait, il considérait l'ordinateur comme un outil de création. D'ailleurs, le Mac est allé vers ça et est resté dans sa niche, malheureusement. Donc, tu disais pendant ce temps, le duo IBM-Microsoft, lui, il a bien compris l'enjeu. Et c'est d'autant plus important, on en parlait déjà il y a quelques années ensemble, Camille, que c'est un formidable outil d'évangélisation, un ordinateur. Quand un jeune commence à jouer sur un PC, généralement, il y reste toute sa vie. Absolument. Malheureusement, j'ai l'impression que le cerveau est fait d'une façon que, quand on a pris des habitudes, c'est un petit peu difficile d'en changer. C'est humain. On parlait de projet DirectX d'ailleurs, juste pour la petite anecdote. Tu insistes. Si la Xbox s'appelle la Xbox, c'est parce que c'est DirectX et le X de Xbox vient directement de DirectX. Ouais. Et à tel point que finalement, la première Xbox, c'était un PC à brancher sur la télé. En gros, l'idée, c'est ça. C'est un PC camouflé, absolument. Ouais, tout à fait. Alors, regardez cette réaction sur Twitter d'Aurélien, 20e siècle. Donc, on sait quelle année il est né. Donc, c'est donc un boomer comme moi. Quel est l'intérêt d'Apple de se lancer dans l'univers du jeu vidéo? Ça n'a jamais été son credo. D'ailleurs, les utilisateurs de Mac, nous achetons un Mac pour des besoins bien moins ludiques et les joueurs se tournent vers le PC et console maintenant. On va voir avec le casque VR.
Le casque VR, oui, on entend beaucoup parler en ce moment. Voilà un créneau où Apple a de l'ambition et aura besoin de proposer, en tout cas, on pense, des jeux et du casque VR. On va en parler dans un instant dans le Buzomètre. Le Buzomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé, comme chaque semaine sur le site Mac Forever. Et Didier est encore sur la route. Toute la sainte journée. Donc c'est l'ami Stéphane. Non, c'était pas Stéphane. Ah bon, je pensais. Donc c'est Laurent Pantanage qui le remplace. Il a eu peur là. non, je peux les faire si tu veux. Allez Laurent, première info rumeur. Ça y est, on sait quand va se tenir la WWDC 2023 et donc ça sera début juin, comme assez souvent, hein, donc du 5 au 9 juin. Bonne nouvelle, ça y est, la date est tombée. Avec la date est tombée aussi l'affiche, et donc sur l'affiche, en fait, c'est un ensemble de, d'arcs colorés, donc on pourrait imaginer que ce sera des lentilles, hein, comme dans une longue vue. Ah oui, toi, ou dans... t'as ton choix. Et non, du coup, ça pourrait laisser penser que c'est quelque chose lié à l'image. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Apple a complètement changé le modèle de sa WWDC. Et donc avant, c'était un événement ultra physique. Hein. Tout le monde rêvait d'aller au Moscone Center. Après, c'était à San José, au sud de la vallée. Et puis, quand ils ont eu... ça, c'est la deuxième info rumeur. Hein. Oui, c'est la deuxième. Tout à fait, c'est la deuxième. Première info, c'est on a la WWDC. Et la deuxième info, c'est on n'a pas de WWDC. Bon, je suis là pour garder la maison. Là. Pourquoi on n'a pas de WWDC? Parce que cette année... l'événement, il est certainement préenregistré. On n'a pas la preuve, il y aura la keynote, mais surtout, il y a très très peu d'interactions. Tout se fait en vidéo transmise en ligne. Donc, il n'y aura pas d'interaction entre les développeurs et les ingénieurs d'Apple, ce qui était un petit peu l'intérêt de la WWDC, où justement, il y avait tous ces échanges. Et c'était intéressant des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, les développeurs avaient la chance de discuter avec des ingénieurs Apple pour comprendre des choses, mais surtout, les ingénieurs Apple, ils avaient des retours de gens qui développé sur la plateforme, c'est quand même une source de compréhension de ta communauté, de ce qu'elle vaut. Et cette année, une conférence de développeurs. Hein. Non, mais je pense que si ça continue comme ça, là, il y aura même plus de conférences, tout sera diffusé. Il y aura même plus il y aura même plus de personnes. Là, qui risque d'enfermer encore un peu plus Apple dans sa tour d'ivoire. Alors, il y aura que quelques Happy Few qui sont ultra Happy Few, donc on ne sera pas. Qui sont même pas développeurs, ça en plus. Ouais, c'est ça. Il y en aura, mais qui seront des bons clients. Voilà, on a une troisième info, la dub-dub, hein, comme on l'appelle. La dub-dub, elle remue un peu cette période de l'année, hein, donc fin juin. Alors là, il est tombé une info de Ming-Chi Kuo, qui est quand même assez bien renseignée, hein, comme quoi le fameux casque, hein, on va l'appeler casque, lunettes, Apple Glasses, AR, VR, on sait rien, mais ne serait pas présenté à la dub-dub. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que le casque aurait été présenté au top 100 d'Apple et que les avis seraient très mitigés et que Apple aurait peur de lancer ça et que ça fasse un fiasco. Il y a de quoi. Ouais, donc du coup, voilà. Je peux vous donner deux petites anecdotes. Il y a Disney qui a viré 7000 personnes, dont l'entièreté de son département Metaverse. Et deuxième, hier, il y avait un événement avec France Digital qui s'appelait IA Data Web 3. Il n'y avait rien en Web 3. Alors, je ne sais pas s'il a le droit de réagir pendant vas-y. Mais les chiffres de vente du PSVR 2 sont tombés aujourd'hui. Vas-y, balance. A priori, alors c'est toujours, je sais pas, la source est toujours un peu, c'est pas Sony qui communique de façon officielle, comme rarement dans ces cas-là, mais a priori l'objectif était d'en vendre 2 millions. Et le chiffre de vente, c'est pas tout à fait ça. A priori, avec un headset à 599 €, on serait sur seulement 270 000 unités. 2 millions, mais là, sur le mois. D'ici à fin mars. Donc on est pile sur la bonne période. Donc a priori, ils auraient raté leur objectif. Et puis, de x9. Ce qui est très curieux dans les rumeurs que tu as citées, Laurent, c'est que d'abord on apprend qu'on présente le produit au top 100. On a eu fréquemment le top 100, c'est les 100 plus importants décideurs d'Apple qui se réunissent généralement une fois par an. Et là, on déballe tous les cartons. On dévoile tous les futurs produits. Et généralement, quand on les dévoile, c'est que le produit est presque en phase d'industrialisation. Hein. Pascal Cagny nous avait raconté comment Steve Jobs lui avait présenté l'iPhone notamment lorsqu'il était dans le top 100.
Et donc c'est assez rare qu'il y ait des fuites par rapport à ça, parce que c'est très contrôlé. Et encore plus rare qu'on entende dire que les gens du top 100 ne trouvent pas ça génial. Ouais. Donc ça sent pas bon. Ouais. Ça... Voilà. Et en plus, enfin bon, c'est beaucoup. Mais on verra. Mais c'est quand même, la WWDC, c'est fait pour ça. C'est pour que les développeurs prévoient. Oui, a priori, s'il y a quelque chose à WWDC, c'est pour présenter le produit, pour que les gens commencent à développer. Voilà. On ne s'attend pas à avoir le produit tout de suite disponible. Allez, 4e info ou rumeur. Alors c'est très intéressant parce que vous savez que donc on est fan de HomeKit ici, ouais, et donc en fait il y a une nouvelle norme où ils se sont tous mis autour de la table, ils ont dit bon, il faut qu'on arrive à parler la même langue, et cette langue elle s'appelle Matter. Donc ils se sont réunis. Ça. Et là, le comportement vis-à-vis de Matter, il est très, très certain. Alors, on a un petit jeu de mots entre matière et antimatière, ou Matter, antimatter. Ah bon, j'avais pas compris. Eh oui. Ah. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a des fabricants comme Eve qui, eux, ont mis la barre full Matter. Et donc là, ils annoncent le 17 avril la sortie de la conversion de 3 de leurs produits existants avec un nouvel OS pour devenir compatible Matter. Et à l'inverse des très gros comme Philips, qui fabriquent les Philips Hue, donc les lampes, principalement les lampes, les interrupteurs, les prises, eux ont dit oui, on va prendre un peu de temps, pas tout de suite. Et en fait, on se rend compte qu'ils font plutôt machine arrière, qu'ils seraient pas prêts, que ça marcherait pas bien. Donc c'est deux approches complètement opposées. D'un côté, d'un Eve qui se veut être très moderne et à la pointe de la modernité, pour embrasser cette nouvelle techno, et Philips qui temporiserait. Tu embrasses les AirPods ? Alors, c'est très intéressant parce que il y a dans la dernière version de l'OS, on est tombé sur une référence d'un boîtier d'AirPods non connu, et ce boîtier, a priori, serait le boîtier de l'AirPods Pro, qui serait le premier à basculer en USB-C. Donc aujourd'hui, il est en Lightning, et la bascule de tout va basculer sur USB-C. Donc tout ce qui restait encore en non USB-C, c'est-à-dire principalement l'iPhone, va basculer, et Apple va faire quelque chose. On en parle la semaine dernière sur les câbles, la spécificité de la charge, et cette fois-ci, ça serait donc le premier produit. Donc on ne sait pas c'est quand, c'est ça le problème. On aurait envie de vous dire, si vous voulez acheter des AirPods Pro, peut-être qu'il faut attendre quelques jours ou quelques semaines, sauf si vous en avez besoin à tout prix maintenant. Donc voilà. Ça pourrait faire baisser les prix. Ouais, c'est après la sortie de l'iPhone 15 qui lui aussi on sait pas. USB-C. C'est logique d'ailleurs, d'une certaine logique. Oui, sinon ça serait ça veut dire que tu continues à multiplier les câbles. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurent. Retour à ce numéro spécial Apple et jeux vidéo. Nous continuons donc notre flashback après le déni des débuts, au début des années 90. Oui, Apple va comprendre la nécessité d'investir le créneau des jeux vidéo, mais elle va multiplier les erreurs stratégiques et les échecs pour attirer les joueurs. On pense naturellement à la fameuse, l'extraordinaire console Pippin, développée par une boîte japonaise. Bandai. Tu connais bien, Camille? Allez, on en parle. Le traumatisme Pippin, on peut parler de la chose comme ça, d'un vrai traumatisme, l'un des pires flops d'Apple. Alors, tu l'as fait exprès d'aller chez Bandai pour rester toujours dans le... pour reboucler la boucle avec Apple ou... Mais allez, représente-nous le concept de la... On a une petite vidéo de la Pippin. J'ai le nom. Ouais, c'est vrai. Camille. Pardon, t'avais une vidéo ou je... Ouais, bon, démarre pas, c'est pas grave. Allez, okay. C'était quoi la Pippin? Alors c'est parfait, parce qu'en fait, si vous ne savez pas, moi je vais vous dévoiler les coulisses dont on refait le Mac. Ouais. Il y a donc un moment où on se donne le conducteur entre nous, et j'interviens sur le côté en mettant un commentaire comme quoi je n'interviendrai pas sur la Pippin. Mais moi je n'ai pas là. J'interviens sur la Pippin. Alors je vais faire. Allez, c'est moi qui rebondis dessus alors. Alors c'est toi qui rebondis. Autant pour moi. Vas-y Christophe. Non, aucun problème. Mais donc effectivement, comme tu le disais, une collaboration entre Apple et Bandai. Et globalement, c'est Apple qui a pensé la console, qui a pensé le système d'exploitation, etc., qui finalement a défini le processeur qui allait être le Motorola 68030, et donc qui est un processeur 32 bits, qui était pas mal pour l'époque, qui existait déjà depuis quelques années, mais bon, c'était quand même encore un bon processeur. Et effectivement, Bandai qui est à l'initiative de la fabrication de la Pippin. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu de Pippin 2, Pippin 3, etc. Donc, il n'y a même pas eu de Pippin 1 en Europe.
Voilà, ça laisse supposer que quelque part, ça n'a pas été un franc succès, a priori, et j'imagine que vous n'allez pas me contredire. Non, en clair, c'était un peu l'ancêtre de la Xbox. Tu parlais de la Xbox tout à l'heure, Camille, un PC dans un salon, 2 salons dans une boîte, voilà. Là, c'est la même chose, c'est un Mac, mais c'est un peu paradoxal, Laurent, Stéphane, qu'Apple soit choisi pour faire une console de jeu, alors que la ludothèque était assez... il n'y a pas grand-chose comme jeu à l'époque. Il faut revenir un peu à l'époque aussi du marché. Il n'y avait pas la segmentation qu'on a, ou en tout cas les mastodontes qu'on avait. Non, il n'y avait pas encore les PlayStation. C'était très novateur. Il y avait un CD-ROM, etc. Voilà, donc, mais par contre, aller chercher... Il y avait une possibilité. Une plateforme qui n'a quasiment pas de jeu pour faire une console de jeu, c'était assez osé quand même. C'était osé, oui. Mais il faut repenser à l'époque. Il n'y avait pas ni la Xbox, ni la PlayStation, ni la Switch. C'est plus une idée d'Apple par rapport au clone, Laurent. Oui, c'est ça. Je pense que c'était une phase où Apple luttait contre les clones de Macintosh et se disait peut-être on va s'ouvrir à une voie et un marché, voire même d'aller taper sur des gens qui eux font ce jeu-là. Tu vois, ça a été un fiasco, c'est un fiasco. Il y en a eu plus d'un. Hein. Oui, mais celui-là, ça a été un gros. Voilà. Mais c'est vrai que c'était assez novateur en son temps avec le CD-ROM, alors que la concurrence était encore sur cartouche. Voilà, il y a eu beaucoup de temps de développement et la console est arrivée trop tard et les PlayStation étaient déjà arrivées. D'abord, elle était lancée au Japon, tu l'as dit, puis aux États-Unis en 1995. Et je crois qu'ils ont vendu uniquement 200 000 exemplaires la première année. Et les vraies difficultés, c'est que la Logitech, elle était rikiki. Hein, on en revient toujours au même problème. Et puis en 1997, un certain Steve Jobs est revenu aux commandes d'Apple et a décidé, et il a eu raison, d'abandonner les clones et donc d'abandonner également la pipine. Imaginez qu'à cette époque-là, et au-delà du jeu, hein, le catalogue Apple, et je crois qu'on en parle dans l'émission de la semaine dernière, le catalogue d'Apple, c'était plein de machines qui se ressemblaient toutes plus les unes que les autres, voire même, il se posait la question, tu vois, que ce soit d'autres qui fassent des Mac de filer l'OS. Donc là, il y a une rationalisation, et c'est pas étonnant que ce produit et Apple était au bord de la mort, hein, Apple était à l'agonie, hein, et donc finalement, il fallait trancher, le coup près est tombé aussi pour la pipine qui n'était pas un succès, quoi. Donc c'est un peu calmé, Camille, on peut dire ça, pendant des années, toute initiative de la part d'Apple dans ce domaine. Apple est, il faut bien le reconnaître, parvenu à implanter durablement une de ses plateformes sur le clone du jeu. Il s'agit bien sûr de l'iPhone, on va en parler dans un instant. Mais ce n'est pas vraiment une console. Hein. Tim Cook a tenté, Camille, depuis de lancer ou de relancer un concept de console en se positionnant avec l'Apple TV. Ouais, effectivement, sur Apple TV, alors on a fait un bond dans le temps absolument incroyable. Là, on est sur une génération. Il ne s'est rien passé. Hein. Voilà. Tout le monde a forgé, mais c'est pas faux. Il s'est pas passé grand-chose au milieu. Enfin, il y a quelques éléments dont on pourra parler, mais pour les migrations du Mac. Mais là, on parle de console. Voilà. On lance Apple Arcade, mais j'ai un peu envie de dire, c'est la même chose. Les gens comprennent pas si on peut jouer. Pas Apple Arcade. Apple TV. Pardon, Apple TV. Oui. Mais les gens ne comprennent pas si on peut jouer avec une manette ou s'il faut jouer avec la télécommande. Ouais. On commence par dire au début de l'Apple TV que la télécommande est obligatoire et que tous les jeux doivent forcément fonctionner avec cette télécommande. Finalement, on rétro-pédale. Les performances, on ne sait pas différencier un Apple TV d'un autre. Donc finalement, on se cale sur le plus petit dénominateur commun. Et encore une fois, on se retrouve avec quelque chose qui ne tient pas la route. Il n'y a pas d'éditeurs qui sont derrière, qui supportent de façon massive la machine. Non. On ne sait pas vraiment comment on l'appelle, à quoi elle sert, et Apple n'a pas trouvé sa voie, mais c'est arrivé avec d'autres produits. Hein. C'est arrivé avec l'Apple Watch où ils ont lancé plusieurs concepts et finalement c'est la santé qui a pris le pas. Christophe, l'Apple TV, positionnement donc en 2015 sur le créneau du jeu. Il y avait beaucoup d'ambition de la part de Tim Cook, mais la puissance n'était pas vraiment au rendez-vous. On est des années-lumière d'une PlayStation et d'une Xbox à l'époque. Hein. Oui, c'est certain. Après, la puissance, ça ne fait pas tout. Hein. Ce qui fait une console, c'est les jeux, ou ce qui fait en tout cas un ordinateur de jeu, ce sont les jeux. On voit aujourd'hui en fait que quand même la Switch de Nintendo, c'est pas non plus une bête de course en fait. Même au moment de sa sortie, elle était déjà un peu dépassée. Mais par contre, effectivement, je reviens sur ce qu'a dit Camille. Le vrai problème, c'est que quand tu désires aller dans le jeu vidéo,
au minimum, tu te bases sur un matériel connu, d'autant plus en fait quand c'est du Apple. Et donc là, on peut revenir en fait sur la génération PS4 avec la PS4, PS4 Pro, etc. Et les développeurs ont effectivement utilisé le plus petit dénominateur commun et ont commencé à développer sur la PS4. Et donc les gens qui avaient une PS4 Pro, oui, avaient plus de puissance, mais finalement, les jeux ne l'utilisaient pas vraiment. Et c'était identiquement la même chose en fait pour l'Apple TV. Et puis l'autre problématique, qui est vraiment une problématique importante, c'est qu'on ne joue pas à un jeu vidéo en fait avec une télécommande, on joue à un jeu vidéo avec un contrôleur qui est fait pour le jeu. Et là, je ne comprends pas Apple, parce que si j'étais à la place de Tim Cook et que je me dis je veux vraiment aller sur Apple Arcade et faire valoir nos ambitions d'aller sur le jeu vidéo, je développe mon propre contrôleur et je ne demande pas à PlayStation ou à Xbox de prêter le leur. Ça me ferait un premier constat d'échec. Et surtout, quand on réfléchit à l'expertise d'Apple dans l'ergonomie des logiciels et des matériels, tu aurais pu dire qu'ils auraient pu peut-être apporter quelque chose de nouveau dans Comme a su le faire Nintendo en son temps. Exactement, avec la molette, donc il y a plein de choses qui auraient pu être faites. Stéphane, l'Apple TV, une réaction? L'Apple TV, comme son nom l'indique, il y a TV dedans. Et TV, l'écran de télé, c'est le seul écran qu'on partage. Comparé au téléphone. Je ne vais pas jouer les grands théoriciens, mais c'est la réalité. Je veux bien ta démarche de consultant. Vas-y, développe. Voilà. Et en un seul mot, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est que quand on partage un écran, donc on peut avoir du contenu, donc le jeu, bien sûr, il a sa place. Il a totalement sa place. Mais ça paraît aberrant. Et comme j'ai vu le conducteur et que ce nom-là n'a pas été cité, quand Apple se coupe avec une grande partie donc, des utilisateurs donc d'Epic Games, pour pas le nommer, avec le conflit qu'il y a, ils ne cherchent pas à arranger le système, arranger le contrat, ou je ne sais pas comment on peut dire, excusez-moi. La rétribution de l'App Store. Voilà, exactement. Étant donné qu'il y a beaucoup d'enfants qui utilisent potentiellement l'Apple TV ou jouent avec Epic Games, ça aurait été génial qu'il y ait des contenus qui correspondent. Là, sur Arcade... Moi, je sais pas, je trouve qu'on n'a pas eu. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que c'est une console qui s'est essentiellement positionnée sur le casual gaming et que c'est pas suffisant aujourd'hui? C'est pas suffisant. Je pense qu'il fallait là où les gens vont. Et Apple Arcade, il y avait le mot arcade qui nous a fait un peu rêver. On a joué un peu à Frogger, tous les trucs qu'on était quand on était petit, mais on joue une fois et nous, on n'a pas le temps. Apple Arcade, pour ceux qui avaient raté les épisodes précédents, c'est la souscription mensuelle, l'offre de services de jeux vidéo d'Apple. C'est pas un système de cloud. On achète le jeu, mais on a accès à tous les jeux d'Apple Arcade, et ce gratuitement contre une... À mon sens, il y a un problème de positionnement sur Apple Arcade. Il est évident, c'est que on est sur des jeux grand public, casual, comme on pourrait les appeler, mais avec un abonnement premium. Bah oui. Il y a quelque chose entre les deux qui ne va pas. Ouais. Autant sur Xbox, et avec beaucoup de succès, Microsoft propose un Game Pass avec des Gears of War, des jeux absolument incroyables, des Flight Simulator, des jeux d'un niveau qui sont absolument dingues, en faisant payer, mais pour un premium. Donc ça, c'est pour les utilisateurs qui aiment vraiment le jeu vidéo, qui sont prêts à commit une dizaine d'euros par mois. Mais quand Apple demande, je ne sais plus combien c'était, 5 ou 6 euros pour Apple Arcade à des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, par définition, ça ne marche pas. Ouais. Et on a vu que l'engouement des éditeurs, c'est plutôt Tari, une réaction d'un tweetos qui a le nom d'un jeu vidéo qui s'appelle Scramble. Les années 80, il faut connaître, les amis. Il leur manque leur Mario ou leur Sonic, ce serait uniquement, là, il parle d'Apple, ce serait uniquement disponible sur Apple Arcade, et ça ferait vendre des forfaits pour Apple. La pomme a largement les moyens de trouver son icône. Je vais me porter en faux, en fait, là-dessus. Je vais m'insurger contre cette affirmation, presque. Ouais. Créer ce qu'on appelle, alors, dans le monde du jeu vidéo, on appelle ça une IP. Donc, créer une IP, créer un personnage comme ça prend... Alors, on a cité Mario, Sonic, c'est des personnages qui ont 40 ans. Créer un personnage iconique que même ma mère va reconnaître, ça prend du temps. Master Chief, qui est Microsoft n'a pas encore de héros iconiques. Pourtant, ça fait 15 ans, 20 ans que Master Chief et Halo existent. C'est pas encore assez long. Pour avoir Dragon Ball, il faut 40 ans. Apple, je vois pas en quoi elle prendrait 40 ans pour créer un monsieur Apple. Ouais. Alors après l'épisode... On peut prendre Olivier Frigara. Je suis pas sûr que ce soit très iconique. Après l'épisode d'Apple et la console de jeu, retour sur la feuilleton du Mac et des jeux vidéo. On revient donc au Mac. Rassure-toi, c'était prévu, Camille. L'ordi a connu de nombreuses migrations et fait des choix techniques qui, on va le voir, ont grandement compliqué la tâche des développeurs de jeux vidéo. Alors
des migrations multiples, tout azimut, hein, ces 30 dernières années autour du Macintosh. On a dit, Apple a connu de nombreuses migrations dues au changement de fournisseurs, hein, de puces notamment et de systèmes. Camille, on pense notamment à l'adoption déjà du PowerPC qui a mis déjà un beau bordel au sein des éditeurs de jeux vidéo et qui en a refroidi plus d'un. Ouais, on pourrait parler du passage du 68 000 pour les plus anciens vers PowerPC, mais là, on remonte vraiment trop loin. Ouais. Revenons plus loin. Ça ramait à l'époque parce qu'en fait, les jeux nécessitaient une émulation, donc forcément, on perdait de la puissance, donc ça ne pouvait pas marcher. Et ça a été un boulevard, mais je pense que Microsoft et les constructeurs de PC n'avaient pas besoin de ça. C'était vraiment l'explosion dans les années 90 du jeu sur PC, sur DOS notamment. Hein. Absolument, et on a connu ça plusieurs fois. On a connu ça malheureusement à l'occasion de la transition PowerPC vers Intel, à l'occasion du 32 bits vers 64 bits. Enfin, Apple n'arrête pas de faire des changements comme ça, continuellement, qui rendent obsolète toute la bibliothèque de jeux. Et on se retrouve avec des machines qui, non seulement déjà ont peu de jeux de base, mais qui en plus vont perdre toute une partie de leur catalogue. Il faut savoir que pour un éditeur de jeux, c'est ultra important la partie back catalogue, ce qui s'appelle, c'est-à-dire les jeux de l'année d'avant, en fait. On ne vend pas que les nouveautés quand on vend du jeu vidéo. C'est un petit peu comme au cinéma, on va vendre des DVD, on va vendre des pay-per-view, etc. L'éditeur de jeu a besoin d'un catalogue qui va continuer à lui rapporter dans le temps et pas seulement la nouveauté pour lequel il y a un risque énorme de se planter. Et ce back catalogue, il n'est pas possible sur Mac parce qu'Apple remet tout à zéro à chaque fois. Et on se retrouve avec des éditeurs qui globalement, on va le voir, mais on laissait tomber. Il pète un boulon. Et puis tu la disais tout à l'heure, alors que DirectX c'est un lait est devenu le standard sur le monde PC, systématiquement il semblerait qu'Apple choisisse l'opposé, soit le centre de rente-en-plan de l'affichage graphique, hein, et choisissent toujours le standard qu'il ne faut pas pour développer le jeu vidéo à l'époque. Alors que DirectX était dominant, ils ont choisi quoi à l'époque ? Ouais, je ne l'explique pas. Apple choisit OpenGL, un standard qui, ça partait bien, hein, c'est un standard open source, c'est un standard sur lequel chacun peut contribuer. Ouais. Donc ça part d'une excellente idée, mais à la Apple, ils ne choisissent pas vraiment OpenGL, l'OpenGL le plus récent. Ouais. En fait, ils choisissent leur branche d'OpenGL qui est en retard sur l'OpenGL classique, avec une implémentation qui a donné des sueurs froides à tous les gens qui faisaient du portage du PC au Mac. C'est quelque chose de très difficile. Alors si en plus OpenGL n'est pas à jour et qu'il faut attendre la mise à jour officielle d'OpenGL dans l'OS, avec en plus le type qui supporte la carte graphique qui ne supporte pas la même version d'OpenGL, ouais. C'était absolument impossible. Et on se retrouve avec des jeux qui rament, qui sont retardés en sortie. Ça m'est arrivé chez Feral au moins à 2 reprises. Le jeu était prêt mais ne pouvait pas sortir parce que la mise à jour d'OpenGL n'était pas poussée chez Apple. Elle existait, mais elle n'est pas poussée chez Apple. Et on a des performances qui vraiment sont très dégradées par rapport au PC. On a du mal et ça fait du mal à tout le monde, tout l'écosystème. Et puis en 2005, tremblement de terre à San Francisco avec l'annonce de Steve Jobs de l'abandon de la puce PowerPC pour Intel. Une nouvelle migration encore et de nouveau beaucoup d'atouts pour les éditeurs de jeux vidéo, beaucoup d'espoir à ce moment-là, Camille. Ouais, mais alors... Là, on est sur une période. Tu te souviens du premier argument, hein, faciliter le portage, une puce, on a la même puce, ça vous allez voir tous les jeux vidéo qui vont arriver. J'entends encore résonner ce que disaient Phil Schiller et Steve Jobs à ce moment-là. Hein. Ouais, alors là, encore une fois, je ne comprends pas. On choisit un standard qui n'en est pas un, en fait, qui est quelque chose qui vient à 100% de chez Apple, avec une part de marché sur le jeu vidéo qui est très limitée. Pourquoi est-ce qu'un éditeur irait s'embêter à porter sur Vulkan ? J'ai pas la réponse, et là, je pense que pas grand monde l'a eu en fait, parce qu'aucun éditeur n'a décidé de porter ses jeux sur Vulkan. Alors Vulkan, rappelle-le, c'est le langage graphique adopté par Apple à ce moment-là. C'est ça, c'est l'API anti-DirectX. Alors je ne sais même pas si ça avait cette ambition, mais en tout cas, c'est l'API que choisit Apple de développer pour faire du jeu vidéo et de l'affichage graphique au sens général du terme. Hein. C'est pas réservé uniquement aux jeux vidéo. Mais en tout cas, force est de constater que ça ne prend pas et que les éditeurs ne suivent pas et qu'on n'a pas de jeu sur Vulkan. La bonne nouvelle, Christophe, c'est qu'on pouvait démarrer nativement sur Windows et faire tourner un jeu PC finalement. C'était ça ? Ouais, mais ouais. C'est ça, effectivement. On partait avec un avantage en fait, qui était Bootcamp, enfin un avantage, qui était le fait d'installer un autre système d'exploitation qui lui aussi était compatible avec le processeur Intel, et il s'agissait effectivement de Windows. Et du coup, on avait DirectX, mais du coup, c'est pas du portage, c'est de l'installation de jeux sur un système d'exploitation qui n'est pas celui d'Apple.
c'est dramatique en fait, effectivement, parce que du coup, pour jouer, il fallait redémarrer, jouer, et puis redémarrer à nouveau pour revenir en fait sur le système d'exploitation qui nous permettait de faire des vidéos, de pouvoir travailler, etc. Pas pratique. Donc, non. Mais ça pourquoi ne pas avoir Au départ, c'est un fiasco au Au départ, ça a un effet plutôt positif. Bah ouais, il y a quand même eu quelques adaptations. Tout petit à l'époque. Oui, mais il y a eu quelques adaptations quand même. Il y a eu quelques adaptations de hits AAA, de jeux PC. Il y avait Electronic Arts qui était monté sur la scène du Moscone Center, avait dit on va adapter tous les jeux. Bon, on l'attend encore, hein, mais bon. C'est ça, on va le faire. C'était un truc. Il y a Valve et Steam, ils avaient annoncé tous les deux en mars 2010 une version de leur service qui serait 100% compatible avec le Mac. Quake 3 avait dit oui PC on y est, ben on sera aussi sur Mac, donc simultanément s'il vous plaît. Ouais, en même temps, donc voilà. Et en fait, il y a eu beaucoup d'espoir et ça y est, il y avait cette image que c'était redevenu la même plateforme, la même chose que le monde, presque la même chose que le monde PC, et que ça pourrait rattraper à terme, tu vois. C'était une période un peu plus facile pour toi, à cette période-là. C'est le moment où les jeux vidéo sont mieux vendus, mais c'était pas des jeux natifs Intel, hein, c'était encore c'était pas des éditeurs issus du monde Intel qui les faisaient, c'était encore des adaptations via Feral. Voilà, exactement. C'était vraiment la grande époque. On avait Blizzard qui sortait toutes ses productions. Alors eux, pour le coup, en direct, c'était à peu près les seuls. Quelqu'un pourrait sûrement donner une exception, mais c'était globalement à peu près les seuls qui faisaient ça. Et toute une série de sociétés, notamment Feral et Aspyr, qui sortaient des portages des plus gros jeux Mac, des plus gros jeux PC du moment. Et étonnamment, ça correspond un petit peu également à une période où le jeu japonais n'est pas vraiment en forme. On est vraiment sur des éditeurs de jeux américains à ce moment-là qui du coup travaillent sur Mac et où le jeu sur PC est plutôt vu comme pour les adultes, au sens jeu pour adultes. Et on est vraiment sur une mouvance console et tout ça évidemment va changer quand les éditeurs japonais reprendront du poil de la bête un petit peu avec globalement la sortie de la PS4. En revanche, les jeux à l'époque sortaient avec retard, le temps de l'adaptation sur Mac, puisque c'était pas le même éditeur. On était sur une bonne année de moyenne. Ouais, donc il y avait une grande frustration. Moi, je me souviens que moi qui suis fan de F1, pour avoir Formula One, j'avais j'avais les voitures d'il y a 3 ou 4 ans avant. C'était juste alors, si on veut être à jour sur les grilles de départ, c'est pas la bonne plateforme. Ouais, c'est clair. Et puis, le prix était aussi plus élevé que les jeux sur PC. Ouais, le prix plus élevé. Alors, pas tant au moment de la sortie du titre. Au moment de la sortie du titre, les jeux globalement... le titre PC avait vieilli, il était déjà soldé, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, le titre PC dans les bacs à solde fin 2009 était loin par rapport à la release du moment. Mais effectivement, un beaucoup plus petit marché, on pouvait pas être les mêmes prix. Allez, une réaction sur Twitter de Lénaïque Petit-Pierre, un fidèle de Refait le Mac. Est-ce que ce sont les choix hardware, notamment de ne pas avoir cru dans les Mac Intel avec Nvidia, qui pourrait être une des raisons du non-succès des jeux sur Mac, qui veut réagir? C'est vrai qu'Apple a vraiment réalisé des choix difficiles en matière d'architecture matérielle qui ont été lourds de conséquences. Qui veut intervenir sur ce sujet-là? Ouais, on a fait la liste de mes cauchemars, c'est bien, on continue. Non, mais c'est en raison, dès qu'ils font un choix, il faut faire l'inverse. Donc ils n'ont pas pris Nvidia, ils ont choisi AMD. Oui. Bon. Intel, presque, enfin, je veux dire... Et surtout, donc il n'y a plus les puces 8400 et 9400, et surtout cette volonté d'intégrer déjà, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Apple Silicon, mais en bien, d'intégrer le GPU au sein même de la puce. Et à l'époque, c'est Intel qui le produisait, et c'était pas fait pour le jeu, quoi. Ben non. Non, ça c'est très étonnant. On avait des 8400, des 9400, des puces graphiques qui globalement faisaient tourner les jeux. C'était évidemment pas le plus haut de gamme, c'était destiné à des machines toujours comme on a actuellement, c'est-à-dire des machines plutôt fermées avec une ventilation limitée, donc on pouvait pas avoir des puces graphiques très haut de gamme. Mais Apple se dit ça va être une bonne idée, on va mettre une Intel GMA 950. J'ai dû fouiller sur Internet pour retrouver le nom de cette puce qui m'a traumatisé à l'époque. Mais à l'époque, et ça fait tourner rien du tout, pour être clair, une GMA 950, à l'époque, vous pouvez oublier de jouer aux jeux vidéo. Alors, il y a eu des démos sur... mais Doom, il avait 15 ans. Pas le plus récent, l'ancien Doom, pour être clair, à ce moment-là. Et Apple s'est dit une bonne idée, et finalement, nous, on le sent pas tellement, parce que au début, c'est destiné qu'au Mac Mini, donc c'est pas très grave. Le Mac Mini, c'est le PC à 499 €, c'est la promesse du... presque le mettre sous la télé, on se dit presque. C'est bien. Et puis on se dit, voilà, on la met sous la télé, c'est presque
c'est pas vraiment. Donc, si c'est pas pour jouer, c'est pas trop grave. Et puis Apple étend ça progressivement, et on se retrouve avec toutes les machines grand public équipées de cette fameuse puce GMA 950 qui va mettre un coup d'arrêt total au marché du jeu sur Mac. Et cette part de marché qui était déjà pas énorme, on se retrouve avec les 3/4 du parc qui ne peuvent plus faire tourner de jeux vidéo. Ouais, ils ont tué le jeu vidéo par ces décisions. Je ne sais pas qui a pris ces décisions chez Apple, mais on le salue. Bravo les gars. Du bon boulot. Donc Mac Mini, puis c'est passé au MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, dans les 13 pouces notamment. Celui-là, on est équipé. iMac, tu l'as dit, et donc on ne peut plus rien faire tourner du tout en termes de jeu. Et puis en parallèle, là c'est carrément l'explosion du marché de la console qui a fait de l'ombre à tout le monde, un PC comme Mac. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr qu'avoir sa PlayStation, soit sa Switch ou sa Xbox, on voit. Ça répondait quand même à quelque chose. Ouais. Hein. Dans l'univers du jeu, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée des consoles, tu avais une machine qui était finalement pas upgradable, mais qui marchait tout le temps. C'est-à-dire que, tu vois, c'était pas un PC que tu bidouillais, qu'il fallait réinstaller. Voilà. Donc, c'était pas un gros truc. C'est pas évident de monter un PC de gamer. Et puis, tu jouais dans le salon. Tu vois, ou sur une télé qui était dédiée. C'était pas sur l'ordinateur, tu vois, avec une chaise. Donc, Camille disait très bien tout à l'heure, il y a des gens qui ont commencé sur PC, ils sont restés sur PC, ils resteront toujours sur PC parce que c'est dans leur ADN de le faire par ce biais-là. Et je pense que l'inverse est vrai. Je pense qu'il y a des gens qui jouent aujourd'hui sur console et ça leur viendrait pas l'idée presque d'aller jouer sur un ordinateur. Tu vois, mais parce que ce sont aussi des styles de jeux différents. Sur PC, on retrouve quand même beaucoup de ce qu'on appelle les FPS, les first-person shooters, certaines simulations, etc. Ou des jeux de stratégie, parce qu'il y a un clavier, il y a une souris, il y a tout ce qu'il faut pour jouer à ce genre de jeu. Sur console, c'est différent. La souris se justifie, contrairement au début. Voilà, exactement. Personnellement, moi j'ai toujours vu la console, que ce soit une console de chez Microsoft, une Nintendo ou encore une PlayStation, comme une espèce de complément au Mac. Donc je me disais, c'est cool d'avoir les deux en fait, parce que comme ça tu as la meilleure des machines pour une utilisation de tous les jours, parce que c'est pour moi le meilleur operating system au monde encore aujourd'hui, et à côté de ça avoir une PlayStation 4, 5, peu importe, en fonction de la période, qui nous permet de faire tourner les jeux sans devoir se prendre la tête, et effectivement évidemment, il faut les mettre à jour. En fait, c'est rentré dans les maisons, parce qu'en plus elles sont devenues de plus en plus jolies et plus puissantes. Et derrière la qualité des jeux, les éditeurs ont suivi. Et ça devenait quasiment un leitmotiv pour tous ces éditeurs de faire encore mieux pour la prochaine, d'une version à une autre, d'un nouveau jeu. Ouais. Et certains jeux sont devenus des objets culturels, c'est comme ça que ça s'appelle, qui étaient plus vendus que d'autres objets culturels comme le disque ou des livres. Ouais. Et c'est vrai que le jeu vidéo, grâce aux consoles, c'est devant le cinéma aujourd'hui. Grâce aux consoles, c'est pas grâce au PC ou au Mac, c'est rentré dans le quotidien des gens, et je trouve que ça c'est une véritable prouesse. Et je pense qu'Apple n'était pas capable et n'avait d'intérêt à faire ça, quoi. S'il aurait pu dommage, quoi. Tremper un petit peu le biscuit dans le café, mais bon, bref. Tu as quelques chiffres à nous donner sur les ventes de consoles, je crois, Camille. Absolument, alors on mettra peut-être les sources dans les commentaires, je ne sais pas, mais actuellement on estime qu'il y a 71 millions de PlayStation, alors ça inclut PlayStation 4, PlayStation 5, c'est un petit peu tout mélangé, mais en tout cas ça fait de consoles PlayStation actives, où les gens effectivement jouent à des jeux vidéo dessus. Pour Nintendo, il y a 67 millions d'appareils, donc sensiblement équivalent. Donc et là également, c'est plusieurs générations ou c'est essentiellement la Switch, non ? C'est essentiellement la Switch. Et alors, étant donné le succès de la Wii U, c'est majoritairement de la Switch. Ouais, d'accord. Et on a également 30 millions de Xbox, pareil, sur plusieurs générations. Donc ça fait un parc installé qui est quand même globalement très important. 30 millions de Xbox. Ouais, enfin. C'est bien, mais c'est quand même 2 fois moins que la PlayStation. Bon, elle est partie en retard, hein, elle a une génération de retard, parce qu'elle est sortie en même temps que la PlayStation 2, si je me souviens bien, mais quand même. Oui, alors on n'a évidemment pas le parc actif de Mac jouant, mais je pense qu'on est bien supérieur sur Xbox. Il n'y a pas de doute possible, là. Il y a beaucoup plus de joueurs Xbox que de joueurs Mac. C'est du mauvais esprit. Et puis la politique de Microsoft aujourd'hui n'est peut-être plus de faire uniquement de l'électronique et de la console de jeu.
Donc on parlait off-record avec Camille, on se disait quand même les games as a service, donc tu vois les jeux en fait disponibles comme ça sur le cloud, etc. C'est quand même dématérialisé, c'est quand même aujourd'hui la préoccupation première de Microsoft et ils ont bien raison. Et donc en fait oui, qu'il y ait une mini Xbox c'est cool, mais que ça tourne sur Xbox, que ça tourne sur PlayStation, que ça tourne sur PC, finalement c'est peut-être pas la première priorité de Microsoft aujourd'hui. J'imagine que le fait de posséder un abonnement au Game Pass est bien plus intéressant pour Microsoft que le fait de posséder une Xbox. D'accord. Et quid du marché du PC aujourd'hui par rapport à la console, ça représente quoi? Alors sur le PC, c'est beaucoup moins clair, évidemment. Il y a des chiffres qui parlent de 1,8 milliard de joueurs PC. Ah, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est qu'un joueur PC En tout cas, ce qu'on sait, et ça c'est évident, c'est que c'est un marché en forte progression, probablement le marché qui progresse le plus actuellement. Il y a des pics à 132 millions d'utilisateurs en simultané sur Steam. Wow. Donc c'est juste absolument énorme. Et c'est des pics qui vont de record en record. Alors Steam n'est évidemment pas la seule plateforme pour jouer sur PC. Il y a des concurrents, mais c'est malgré tout une plateforme prédominante. Et on peut estimer, sans trop se tromper, que de très loin, le PC est la machine numéro 1 pour jouer. Oui. Et allez, fais-nous mal. Où situe le Mac là-dedans aujourd'hui? J'ai essayé de chercher, mais la réalité, c'est qu'il est nulle part, le Mac, là-dedans. Ouais. C'est un petit peu triste à dire. C'est un conflit. Mais en tout cas, sur Steam, toujours, parce qu'on a les chiffres, le Mac serait 2,37% des joueurs qui se connectent, et même pas qui jouent. Donc en fait, si vous possédez un Mac, que vous achetez un jeu pour y jouer sur votre Steam Deck ou pour y jouer sur votre PC, vous êtes quand même comptabilisé comme un joueur Mac. Donc on est... tu ironisais tout à l'heure sur la part de marché de la Xbox. Je me vanterai pas à faire le calcul de tête comme ça, mais on est très très loin. Je veux dire, c'est pas un marché qui attire l'éditeur de jeux. On vient de me dire à l'oreillette qu'il y avait plus de joueurs actifs sur Commodore 64 encore à l'heure actuelle. Possible, c'est possible. Stéphane. Non, j'ai une question pour Camille, parce que en fait, quand je vois ces statistiques qui sont vraiment très faibles pour Mac, sans surprise. C'est pas très surprenant. Non, ouais, mais bon, quand même. Je me disais, les gens qui se connectent en émulant, en lançant Windows, ils sont comptés quand même comme Mac ou ils sont comptés comme PC? PC Comme un joueur PC, effectivement, ils sont comptés comme des joueurs Windows. Bah oui. Dans ce cas-là, c'est Windows. C'est logique. Et donc, en gros, là, parce que moi, je sais que là, je parle de façon totalement intéressée. Il y a mon petit qui adore Fortnite. Ouais. Il est coincé en ce moment parce qu'il n'y a plus la possibilité d'avoir Epic. Il y a des possibilités quand même de pouvoir bypasser, mais il faut avoir, je sais pas, 94 gigas d'install pour avoir Fortnite. C'est impossible aujourd'hui d'utiliser un Mac sur Fortnite. La meilleure solution pour le petit qui a joué à Fortnite, on lui donne une PS4 d'occasion chez Cash Converter, ça vaut 100 €. Ah. On lui met Fortnite dessus et c'est le meilleur des mondes pour lui. Merci Camille. Merci Camille. Alors regardez cette réaction de John M. Adapter un jeu sur Mac est peut-être pas assez rentable pour les éditeurs. Apple Silicon y réserve tellement de potentiel, dommage pour nous. On va en parler justement. On va redistribuer les cartes, on remet les compteurs à zéro encore une fois avec l'arrivée de la puce Apple Silicon. Mais juste pour clôturer ce marché que tu connais bien, un jeu sur Mac se vend à combien d'exemplaires aujourd'hui, Camille? Le problème, j'ai des chiffres un peu anciens, évidemment, de quand je travaillais dans le domaine du jeu sur Mac. À l'époque, un hit comme les Sims, c'était 150 000 exemplaires et le chiffre a été répété plusieurs fois sur plusieurs médias, à tel point que c'était un chiffre absolument énorme. La réalité, c'est que c'est pas un bon chiffre. Quand on voit les sorties récentes de AAA, Elden Ring, c'est 20 millions en un an, 12 millions en 15 jours. God of War Ragnarok, c'est 11 millions en 3 mois. Et Hogwarts Legacy, là, qui est sorti il y a très peu de temps, c'est 12 millions en 2 semaines. Ouais. Donc c'est très compliqué de se placer là-dessus, sachant qu'en plus un jeu sur Mac, les Sims, c'est presque l'exception. Ouais. Un jeu Mac, c'était plutôt 20 à 50 000 exemplaires. Ouais. Et sachant qu'en plus ce type de jeu que tu décris, les AAA, nécessite des budgets de développement de plus en plus lourds, hein. Donc la rentabilité elle est difficile à atteindre. Combien il faut On a des records. Le record pour l'instant en jeu vidéo, c'est Halo. Alors Halo, c'est aussi un flagship pour Microsoft. C'est plus qu'un jeu vidéo. C'est une façon de vendre des consoles, c'est une façon de vendre un écosystème, c'est une façon d'installer une marque, mais c'est 1 milliard. 500 millions pour le développer, 500 millions pour le marketer. Waouh. C'est plus qu'un film alors. C'est plus que des budgets de film, beaucoup plus qu'un film, ouais, je confirme. Allez, la dernière migration. Parlons-en, la voici avec la puce Apple Silicon. Est-ce une opportunité de voir se développer à nouveau des jeux? Débat.
M2, un nouvel espoir. Apple va-t-elle redistribuer ses cartes avec sa puce M2 ? En tout cas, Apple semble y croire. Hein. Souvenez-vous, lors de la WWDC 2022 et la présentation du MacBook Air M2, Apple a réalisé des démos de jeux AAA. Plus récemment encore, lors du lancement au mois de janvier du Mac Mini, à ma surprise générale, la première démo qu'on m'a fait pour illustrer la puissance du Mac Mini, c'était un jeu AAA. Et le jeu AAA, c'est Resident Evil Village, qui est effectivement disponible sur Mac depuis octobre dernier. Il n'est pas tout récent non plus, mon cher Camille. C'est un jeu qui date de mai 21, ce qui pour un utilisateur Mac, c'est très bien. Il n'y a pas d'autres nouveautés qui dépassent ça, mais effectivement, c'est pas la nouveauté de l'année. Donc en tout cas, l'appétit est revenu chez Apple, et c'est vrai que ils ont annoncé l'arrivée également de No Man's Sky qu'on attend toujours, et qui a été retardé, et on attend également l'arrivée de Grid Legends, moi qui aime les voitures, jeux de bagnole, j'ai hâte de voir ça, qui est également une adaptation d'un jeu de Feral et qui devrait arriver également dans le courant de l'année. On espère d'ici la fin de l'année. Il a déjà plusieurs mois de retard. Regardez, ces graphismes époustouflants. Voilà. Non, Olivier, là, c'est pas sérieux. Je ne peux pas laisser dire ça. J'essaie de me rassurer comme je peux. Hein. Bon. En face, soyons très clairs, on peut jouer à Forza Horizon, qui est juste absolument magnifique en 4K, c'est splendide. On peut jouer à Gran Turismo qui est d'un réalisme, mais c'est à ceux d'année. Need for Speed, pour ceux qui aiment les jeux un peu plus casual, les jeux un peu plus arcade. Et évidemment, chaque année, une sortie d'un jeu de F1 numéroté de la bonne année, et qui en plus, quand elle est disponible, correspond aux grilles de départ de la saison. C'est magnifique. Ouais. Alors, je me souviens d'un chiffre qu'elle nous a donné Apple lors de la sortie du Mac Mini. Le Mac Mini M2 Pro est 15 fois plus rapide dans sa version donc M2 Pro comparé à l'architecture Intel en mode jeu. Est-ce que effectivement, quand on voit la puce avec ses composants, est-ce que c'est une vraie réponse ? Elle pourrait répondre aux attentes des joueurs avec elle est blindée de GPU, cette puce, et que contrairement à la puce Intel qu'on a décriée tout à l'heure, elle a de la puissance. La puissance, elle est en fin de retour, la puissance graphique du moins. Camille ou Christophe ? Oui, mais disons qu'en fait, Apple Silicon, même avec le M1, déjà, avait fait un bond en avant par rapport au GMA 950 dont parlait Camille tout à l'heure. Là, il n'y a vraiment pas photo. Et effectivement, si on télécharge, là pour le moment, je pense qu'en plus c'est en promo sur le store à 20 €. Si on télécharge Resident Evil Village, on peut le faire tourner sur un M1 Pro de façon tout à fait raisonnable, sur un écran avec une résolution cohérente. C'est pas exceptionnel, mais ça tourne correctement, c'est fluide. Voilà, il n'y a peut-être pas les 150 images par seconde demandées par un joueur PC, et encore je me demande si c'est pas limité à 60 sur Resident Evil, mais malgré tout, le jeu vidéo est là, et donc ça veut dire que, quelque part, faire tourner un jeu vidéo qui est quand même un AAA il y a un an sur PC, et arriver à le faire tourner, ou sur PS5, et arriver à le faire tourner aujourd'hui sur un Mac, M1 Pro ou M2, ça veut quand même dire que, quelque part, il y a moyen de faire tourner des jeux vidéo. Est-ce que ce sera l'expérience ultime ? Peut-être pas, mais en tout cas, ça reste quelque chose de convenable. Alors, une réaction de Mano sur Twitter. L'API Metal d'Apple est réservée au système d'Apple, encore une fois. Elle n'existe pas dans le monde PC, ce qui, à mon avis, rebute les éditeurs qui ne veulent pas dédier trop de temps ni d'argent à un marché de niche. De nouveau, Camille, Apple mise sur le mauvais cheval avec Metal. Ils ont enfin une stratégie pour développer la puissance graphique, mais pas choisi le bon standard de matière d'affichage vidéo. Je pense qu'en effet, le scénario, on a déjà parlé à 2 ou 3 occasions, c'est le même scénario. En tout cas, alors je ne peux pas parler pour le nom d'aucun éditeur de jeux vidéo en particulier, mais je ne vois pas de discussion dans mon quotidien avec mes collègues, avec les collaborateurs d'autres entreprises. Le jeu sur Mac n'est pas un sujet, et c'est très triste, mais c'est malheureusement la réalité. Autre réaction d'Ayrton, un fan de F1 sur Twitter. Il n'y a pas beaucoup de jeux sur macOS, mais j'ai mon iPhone pour cela. Je n'ai pas besoin de jeux sur mon Mac qui me sert pour produire. Avec les puces Apple Silicon, il pourrait y avoir des portages, mais dans quel but ? Je préférais avoir l'application Netflix. Le fait, Stéphane, de pouvoir faire tourner une app iPhone, on a commenté ensemble de nombreuses WWDC, une app iPhone, une app iPad sur un Mac avec l'adoption de la puce M1 ou M2. Ouais. Tu penses que ça peut être aussi un effet dopant ?
Oui, bien évidemment. On a l'architecture enfin pour faire l'application universelle. C'est timide, hein, ça. Mais c'est très très timide. Et je pense qu'ils sont focusés sur des applications de créativité ou de bureautique. Puis il y a l'obstacle de l'interface. Et je pense que, et ce que j'allais dire, même si quand on développe une application, on sait qu'on a un écran, on peut faire des choses un peu en responsive assez rapidement avec les frameworks qu'on a à notre disposition. Un jeu, c'est pas la même chose, même s'il y a des frameworks également qui peuvent le faire. Mais oui. Je pense sincèrement que tout le monde là, quand il y a eu des chiffres qui ont été annoncés pour être à l'équivalent d'un FIFA ou des jeux qui sont faits, il faut dépenser des sommes folles. Je pense que c'est pas du tout leur voilà quoi. C'est un pouillème pour eux, c'est pas intéressant. Et comme le dit, Steve Jobs a fait les Mac pour que ce soit des outils de créativité. C'est pas des outils de. Ouais, enfin, tu regardes Apple TV sur ton Mac aussi, donc bon, on peut jouer aussi. Non, mais l'Apple TV, ça aurait été bien. Mais il n'y a pas eu la portabilité aisée, quoi. Ouais. Et puis, effectivement, ces jeux sont taillés pour des écrans tactiles, donc c'est quand même compliqué d'y passer au clavier. Regardez cette réaction de Stéphane Ferré. Ce qui rend un jeu attrayant est sa narration et la puissance de l'outil pour honorer le gameplay. Pour ça, il faut un studio et des machines puissantes. Apple a les machines, mais pas les joueurs, car elle a longtemps joué sur le bashing des PC et donc de leurs utilisateurs. C'est très juste, je trouve. Alors, on essaie d'être un peu plus prospectif et sur l'avenir. On en discutait ensemble en préparant cette émission, Camille. L'avenir pour toi, c'est plutôt le cloud gaming, bien qu'il y ait eu des annonces qui disent le contraire ces derniers mois. On a vu avec Shadow, on a vu avec Google, notamment avec Stadia. Ouais, c'est difficile de se prononcer en disant l'avenir, c'est le cloud gaming ou le métavers. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont trompés au petit jeu des prédictions à ce jeu-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que actuellement, pour alors, on va dire entre 10 et 20 euros par mois, il y a des offres de streaming très solides. Je pense notamment à GeForce Now qui permet de jouer un catalogue absolument impressionnant, qui est compatible Mac. Et à distance, pour une dizaine d'euros par mois, vous avez accès à un PC qui vaut 2000, 2500 euros. Je ne sais pas exactement à combien pourrait coûter ce PC. Et vous avez accès à toute une diversité de jeux, alors qui viennent de Steam, qui viennent de Uplay, enfin Ubisoft Connect de son nouveau nom, ou de GOG. On a accès à ce parterre d'applications et sur une qualité qui est absolument étonnante. C'est absolument bluffant. Ça fonctionne très très bien. Alors je sais que Stadia s'était lancé dans ce domaine-là, mais avec un écosystème plus fermé. Pour sortir un jeu sur Stadia, en tout cas pour l'éditeur de jeu, il fallait créer une version Stadia, ce qui impliquait des coûts de dev qui finalement étaient assez importants, contrairement à la promesse de départ. Ça n'a jamais pris. Globalement, les premiers jeux Stadia étaient financés par Google. Quand Google a arrêté de financer les jeux, ça s'est très vite tari. Mais du streaming, alors on a Shadow en France également, qui est un acteur intéressant et qui permet de faire tourner 100% des jeux vidéo, parce que là vous louez un PC et non pas une puissance de calcul. Donc il y a des initiatives. Honnêtement, vous voulez faire un petit jeu une fois de temps en temps, vous mettez 10 euros dans la tirelire et vous jouez au dernier AAA PC, c'est magique. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce que tu me disais en préparant cette émission, c'est que en fait, vous louez un PC en fait à distance, hein, c'est ça l'idée, et vous êtes toujours up to date. Absolument. Donc si c'est plus la 3090, mais la 4090, la dernière carte à la mode, Nvidia va faire l'effort et va vous changer de machine. Alors après, on reste sur un marché limité, on en parlait, est-ce que ça va se développer? J'ai une anecdote, quand je travaillais chez Ubisoft, j'étais à Montréal avec ce qui s'avérera le producteur de Watch Dogs 3, finalement, Watch Dogs Legends. On est, je ne sais plus en quelle année, on est il y a longtemps, en 2016, 2017 peut-être. Et il me dit, et je lui demande, parce que moi j'étais très picousé Macintosh à l'époque, j'étais vraiment uniquement sur Macintosh, et je lui dis, mais Watch Dogs, tu vas le faire sur Mac ou on en est où? Et là il me dit, mais alors, t'inquiète pas, PC, Mac, de toute façon, on n'en parle plus, on n'achètera plus nos jeux vidéo, uniquement le streaming. Il me parle de Projet Panda qui est devenu Stadia, il m'explique à quel point le portage était quelque chose d'absolument nul et non avenu, qu'il n'y aura plus de jeux console, que l'avenir c'était uniquement ça, qu'on jouerait sur son frigo d'ici 2020. Voilà. Pas trop de prévisions. Regarde à nouveau cette réaction sur Twitter de Massimo. Dit Massimo, ils sont numéro 1 en termes de bénéfices. Je crois, il parle d'Apple sans être vraiment dans le jeu vidéo et à proprement parler. Microsoft a du mal à s'imposer réellement malgré les années d'XP et les milliards, à moins d'un énorme rachat. Je comprends la frilosité d'Apple à rentrer pleinement sur ce marché. Voilà qui est intéressant en effet et qui est très juste. Alors je propose justement désormais qu'on conclue cette émission
sur la question de la semaine à laquelle vous pouvez répondre uniquement dans les commentaires sur YouTube, exclusivement. 2 réponses seront sélectionnées et débattues la semaine prochaine dans la prochaine émission. Ah, c'est toi qui devais le faire. Mais excuse-moi, c'était Laurent. Laurent, c'est toi qui as posé la question. Excuse-moi, j'étais absorbé par le prompteur. Non, mais tu l'as bien introduit. Tu as parlé de rachat et tu as parlé de Apple. Apple pourrait faire un rachat parce qu'Apple a de l'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est effectivement ce que tu as dit. Oui. C'est-à-dire qu'on va prendre les 2 réponses qu'on va trouver les plus originales dans le flux des commentaires YouTube et on vous citera lors de la prochaine émission et on commentera et on posera une autre question. Donc la question, c'est à l'heure du rachat par Microsoft d'Activision Blizzard, est-ce qu'Apple devrait racheter un studio de jeux vidéo? Voilà. Réponse autre que oui et non, hein, et argumentée. Et on prend les 2 meilleures réponses et on en parle la semaine prochaine. Et il gagne 2 abonnements VIP au club ORLM. Voilà qui va vous motiver pour répondre sur YouTube. Et également il faut, n'oubliez pas de liker, depuis le début on a oublié de le répéter, il faut liker les vidéos. Pourquoi on fait ça? C'est une manière aussi de voir si on va tester comme ça l'algorithme de YouTube et voir si ça a un effet sur le fait que l'émission a plus ou moins de visibilité. Allez, on passe à vos coups de cœur. Vos coups de cœur, on commence avec Camille. J'ai sélectionné 2 jeux. 2 jeux qui ont le bon goût de tourner sur Mac de façon native. Tu t'es cassé la tête quand même. Hein. Après avoir été si désagréable avec le jeu sur Mac, je pense qu'il est temps de sélectionner 2 pépites. Chasser le naturel, il revient au galop, cher ami. Ces 2 magnifiques pépites. Je vais commencer par un jeu de 2020 qui s'appelle Hades, qui a gagné tous les prix des jeux de l'année. Si vous ne connaissez pas Hades, c'est absolument incroyable. C'est ce qu'on appelle un roguelike. C'est du hack and slash. C'est très nerveux, c'est très beau. Le lore est absolument incroyable et la rejouabilité est démente. Le monde change constamment. C'est un monde qui est renouvelé à chaque fois que vous connectez dessus. Vous pouvez, si vous avez d'autres préoccupations dans la vie, jouer un quart d'heure, 20 minutes, c'est tout à fait possible. Et c'est une vraie pépite. Il faut absolument que vous essayiez Hades. Ça vaut une dizaine d'euros sur les meilleures plateformes. Et vous le trouverez, honnêtement, c'est ce qu'il vous faut. Dans un style un peu différent, j'ai sélectionné Tunic, TUNIC, qui lui est sorti en 2022. Et là, c'est le mix parfait entre Dark Souls et Zelda. Alors, extérieurement, ça ressemble un petit peu à Zelda. C'est mignon, c'est cute à souhait. Mais alors, c'est dur. C'est d'une difficulté qui est absolument incroyable. C'est les meilleures 12 heures que vous pourrez investir pour jouer à un jeu vidéo. Faites ça ce week-end, vous ne le regretterez pas. Non, en tout cas, il y a une belle durée de vie, ce jeu. Merci, Camille. De ton côté, Christophe, ton coup de cœur? Olivier, j'ai encore dépensé tout mon argent. De poche? Ah, c'est pas bien. Tout mon argent de poche, c'est dingue en fait. J'ai vraiment craqué sur un truc. Si je te dis, je suis désolé Dave. Oui. Je crains de ne pas pouvoir faire ça. Ouais, 2001, l'Odyssée de l'espace. Allez, c'est pas... Exactement, c'est mon film préféré. Il va falloir absolument faire on refait la pop sur l'Odyssée de l'espace un jour. Ouais. Et j'ai trouvé ceci. Ah, c'est génial. Ce sont des maquettes autour de 2001 Odyssée de l'espace qui sont faites par la société Moebius. Celle-ci, elle n'est pas trop chère, elle est à un peu plus de 50 €. Ouais, ça reste raisonnable. Voilà, on la trouve un peu partout sur le net. Mais le truc de fou, c'est qu'ils font les vaisseaux, etc. Et c'est là que c'est un peu plus cher. Arrêtez-vous, Christophe de Grave. C'est 150, 200 €. Ton HAL 2000, ton HAL 9000. Alors, le truc qui est fou, c'est que ça fait de la lumière. Ah ouais, 50 €. Mais l'idée géniale, c'est de mettre un Alexa à l'intérieur. Un Alexa? Alors, ouais. Mais un quoi? Olivier, tu me connais, je vais mettre à l'intérieur, il va y avoir Siri et on va pouvoir déclencher HomeKit. Quand tu viendras à la maison, tu vas pouvoir parler à elle, tu vois. Voilà, mais c'est ça qui serait rigolo. Mais voilà, c'est pas grave. 50 €, c'est ça? Exactement, 50 €. Bon, ça reste presque raisonnable. Laurent, de ton côté, ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est moi j'ai un petit garçon à la maison qui a découvert. J'avais un frère qui était plus jeune que moi et il me bassinait avec Zelda quand il était petit. Il est toujours plus jeune que moi et avec Zelda. Et moi j'avais d'autres préoccupations à cette époque-là. Et donc j'ai mon fils qui a découvert Zelda Breath of the Wild et qui a essayé de m'embarquer là-dedans. Alors je m'assois à côté de lui, je le regarde jouer et c'est avec sa voile, là, sa paravoile. Et là tous les jours il me dit, papa, c'est bien le 12 mai, hein, c'est bien le 12 mai, hein. C'est quand le 12 mai
on a combien du 12 mai? Ah oui, c'est le 12 mai. Donc en fait, le 12 mai, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le prochain opus de la légende de Zelda qui sort, qui s'appelle Tears of the Kingdom, et qui est disponible, et on peut déjà présent la précommander. Donc je connais la date, du 12 mai, et il ne faut pas que ça change, et ça ne changera pas, donc voilà. Donc tu sais que le 12 mai, tu vas être un petit peu occupé. Stéphane, de ton côté? Alors moi, je profite qu'il ne soit pas là. Qui? Didier. Ah. En fait, je voulais le faire depuis longtemps. En fait, c'est pour Mac Forever. Tu t'es pas cassé? Non, mais excusez-moi, mais quand il se met sur un sujet, il y va à fond. C'est vrai. Et en fait, c'est juste un coup de cœur. C'est quand même, il faut rendre hommage un peu à Didier, parce que franchement, son travail, il est permanent, il est malheureusement parfois pas assez reconnu. Et je pense qu'il faut quand même le dire, c'est pas parce qu'il vient souvent ici. Et je profite justement qu'il soit pas là, et c'est pour ça que on lui enverra le lien. Oui, on lui enverra le lien aussi, mais franchement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est très besogneux. Et quand il commence à s'intéresser sur un sujet comme sur l'énergie, il y a pas longtemps, mais il va pas à fond. Les voitures électriques. Hein. Et les voitures électriques, mais en gros, s'il s'intéresserait, je sais pas moi, aux tentes ou je sais pas quoi, il ferait un truc très bien. Sans commentaire. C'est vrai. On en parlait encore avec Laurent. Voilà. C'est marrant, ça sans le savoir. Voilà, et franchement, je vous dis, c'est avec grand plaisir que c'est un vrai coup de cœur. C'est pas par hasard si On refait le Mac est diffusé sur Mac Forever. Voilà. Merci. Et il a commencé par un site de jeux vidéo sur Mac à une certaine époque. C'est vrai. Ouais, il a organisé des événements. Et diffusé des LAN parties. Les Mac LAN. Les Mac LAN. Et il aurait bien voulu être là, mais bon, on n'a pas voulu répéter l'expérience de la semaine dernière en étant sur la route. De mon côté, mon coup de cœur, il n'est pas loin. Regardez, c'est Christophe Degrave, moi, mais c'est pour son dernier épisode d'On refait la pop, le Commodore 64. Moi, c'est ma machine quand j'étais ado, bien que j'ai eu un Atari 800 XL, qui me faisait baver parce que tous les jeux étaient sur Commodore. Nous, on avait les restes sur Atari 800 XL. Et puis, les adaptations de jeux, c'est comme le Mac et le PC n'avaient rien à voir. On avait des super graphismes très... Alors, les développeurs maîtrisaient parfaitement le code du Commodore 64, c'était un peu moins le cas de l'Atari 800 XL. Et les jeux n'étaient pas du tout à la hauteur, alors que sur le papier, l'Atari 800 XL avait des meilleures performances, mais je dis ça, je dis rien. Voilà, allez voir On refait la pop, c'est une petite Madeleine, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le voir, c'est en ligne sur la chaîne d'On refait le Mac, depuis mercredi soir, une fois par mois, tous les mercredis soirs, vous retrouvez Christophe et On refait la pop sur le Commodore 64. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci d'avoir suivi, merci encore pour votre fidélité derrière vos écrans. Merci Camille, tu nous reviens bientôt, pas dans 13 ans s'il te plaît. Avec grand plaisir. Bien. Merci Camille. Bon, je ne sais pas dans quel état on sera dans 13 ans. Tu auras plus de cheveux. J'espère qu'il y aura autre chose quand on fait le max. J'espère que YouTube sera toujours là. Et puis peut-être quand tu vas revenir bientôt. Si le casque de réalité mixte, virtuelle, machin, bidule, les combats de jeux vidéo, tu reviens, on est bien d'accord. Je serais heureux de le comparer au casque existant sur console alors. Voilà. Christophe, mille merci. Stéphane, merci, Laurent. Aussi. Allez, on se remet à jouer sur Mac. Pour ma part, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore de votre fidélité, mais pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Il faut liker, c'est important pour On refait le Mac. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.